Charles Chaplin jugeait sans fausse modestie que M. Verdoux était le film le plus intelligent et le plus brillant de toute sa carrière. C'est en tout cas la plus noire de ses comédies, l'histoire d'un tueur en série qui finit sur la guillotine. Mais, comme Chaplin le disait toujours, la comédie n'est jamais très loin de la tragédie et de l'horreur. Dans des circonstances appropriées, le meurtre peut être comique, écrivait-il. L'idée originale avait été suggérée par Orson Welles. C'était au départ un projet de documentaire dramatique sur le légendaire assassin français Henri-Désiré Landru, exécuté en 1922 après avoir assassiné au moins 10 femmes, 2 chiens et un jeune garçon. Chaplin versa à Welles 5 000 $ pour l'idée, en donnant son accord pour que le générique mentionne « inspiré d'une idée d'Orson Welles ». Plus tard, Welles prétendra qu'il avait lui-même écrit un scénario pour le film, mais c'est peu probable. En tout cas, l'accord écrit entre Chaplin et Welles n'en fait pas mention. Cet accord avait été signé en 1941, mais il fallut à Chaplin 4 ans pour terminer le scénario. Dans l'intervalle, il fut détourné de son travail par un pénible procès en reconnaissance de paternité que vint compenser le bonheur de son mariage avec Oona O'Neill. Monsieur Henri Verdoux a beaucoup en commun avec son modèle réel, Monsieur Henri Landru. Tous deux sont marchands de meubles et tous deux entretiennent une respectable famille bourgeoise tout en séduisant et en assassinant de riches veuves pour s'emparer de leur argent. Comme Landru aussi, Verdoux finit par être pris quand la famille d'une de ses victimes s'interroge sur la disparition de celle-ci. Chaplin utilisa cette histoire pour établir une comparaison satirique entre assassinat privé et assassinat public. Verdoux déclare « Quant à l'assassinat collectif, le monde ne l'encourage-t-il pas ? Ne construit-il pas des armes de destruction dans le seul but d'assassiner en masse ? Un meurtre fait un bandit, des millions, un héros. Le nombre sanctifie. » De tels sentiments étaient profondément suspects dans l'Amérique des années 40, qui était déjà entrée dans l'atmosphère paranoïaque et la chasse aux sorcières des années de guerre froide. Le Brin Office, bureau d'autocensure du cinéma américain, commença par rejeter le scénario dans sa totalité, affirmant qu'il contestait la structure sociale actuelle, bien que l'histoire soit située en France entre les 2 guerres mondiales. En fin de compte, le Brin Office se satisfera de quelques coupes seulement, mais la pudibonderie de l'époque exigea la suppression de toutes les scènes indiquant que mari et femme pourraient partager le même lit ou qu'une jeune femme pourrait être une prostituée. Ces problèmes de censure mis à part, le tournage fut plus rapide et plus dépourvu d'incidents qu'aucun des longs métrages réalisés à cette date par Chaplin. L'augmentation des coûts de production, les rationnements de pellicules dans l'après-guerre lui interdirent le luxe d'improviser et d'expérimenter sur le plateau, ce qui avait jusque-là caractérisé sa méthode de travail. L'économie l'obligeait désormais à tout méticuleusement préparer à l'avance. Pour la première fois, Chaplin travaillait avec un scénario complètement terminé, un plan de tournage précis, des dessins minutieux pour chaque plan. Pour garantir l'authenticité du décor, il engagea comme assistant le réalisateur français Robert Fleuret, son vieil ami et admirateur. Authentique aussi, la moustache de M. Verdoux. Pour la première fois à l'écran, Chaplin arborait une vraie moustache. Le tournage fut terminé en moins de 3 mois. M. Verdoux sortit à New York en avril 1947, alors que la paranoïa politique atteignait un premier sommet. Chaplin, vaguement suspect de sympathies extrémistes, en fut une des victimes les plus notables. Déjà affecté par la réaction générale peu favorable lors de la première, il le fut plus encore par une conférence de presse où des journalistes hostiles se refusèrent à lui parler du film, mais lui posèrent avec insistance des questions sur ses opinions politiques, son patriotisme, ses problèmes d'impôts et son refus d'adopter la nationalité américaine. Par la suite, les fanatiques de droite, responsables de ce harcèlement, organisèrent des manifestations pour boycotter les cinémas présentant le film et forcèrent les artistes associés à le retirer provisoirement de la circulation. Ce fut le début de la dernière et plus malheureuse période de la vie de Chaplin aux États-Unis, qu'il quittera définitivement en 1952. Mais au milieu de cette hostilité, il restait des défenseurs passionnés de Chaplin et de son film. Le plus important fut le légendaire critique James Hadley de The Nation, qui réagit vigoureusement contre les attaques réactionnaires. Il déclara alors « Je crois qu'une démocratie qui ne peut pas contenir tous ses ennemis, aussi virulents soient-ils, est finie en tant que démocratie. » Bien sûr, Chaplin n'était pas l'ennemi de l'Amérique,
mais il en était incontestablement le critique à travers le personnage de Verdoux dans une société où toute critique était profondément mal vue.